Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Alors nous sommes dans cette période de fête de fin d'année. Que nous parlions de fête de Noël, que nous parlions de fête de Nouvel An, de la Saint-Sylvestre, c'est le moment. On a tous envie de faire plaisir à nos proches, à nos enfants, à la famille. On a envie de sortir, de se faire plaisir. Mais tout cela est forcément adossé à un budget. Ça, c'est normal. Comment passer de bonnes fêtes de fin d'année sans se ruiner? Quel cadeau, quel jouet pour un enfant de quel âge? Quel jouet conviendrait à l'enfant? Voici les 2 points essentiels que nous souhaitons développer dans cette émission. Et nous sommes ravis d'être en période de fin d'année dans cette beauté, dans ce décor magnifique. Vous êtes confortablement installés et vous faites bien. Bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Alors dans cette euphorie des fêtes, on l'a bien vu, on a envie de faire plaisir. Il est important de maîtriser ses dépenses. Nous avons choisi d'aller à la rencontre d'un spécialiste, M. Maurice Koué. Il est expert en finances personnelles. Il va nous aider à mieux maîtriser ce budget que l'on a choisi d'établir pour les périodes de fêtes de fin d'année. Comment passer de bonnes fêtes sans se ruiner? C'est la question que nous allons lui poser. On y est, on y va. M. Maurice Koué, merci de nous recevoir. Enchanté. Alors, vous êtes expert en finances personnelles, en la gestion de finances personnelles. Première des questions, c'est qu'est-ce que ça veut dire la gestion des finances personnelles? Merci Mariam de me poser cette question. Parce que c'est un sujet qui me préoccupe et qui m'intéresse. Les finances personnelles, c'est l'ensemble des ressources dont dispose un individu pour se gérer sa famille, gérer la vie de ses enfants, de toute sa famille. Et ça comprend notamment tout ce qui est actif, tangible, c'est-à-dire les ressources que l'individu a, mais qui sont palpables. Et puis, il y a aussi les ressources, c'est-à-dire donc les maisons, les plantations. Mais il y a aussi les ressources qui ne sont pas palpables, qu'on ne peut pas toucher de doigt, c'est les actions, la bourse, l'épargne, les DAT. Les FCP. C'est tout cet ensemble-là qu'il faut gérer si on veut avoir une indépendance financière qui nous conduit vers la richesse. Pour avoir l'indépendance financière, est-ce à dire que quel que soit l'argent que l'on arrive à gagner par mois, on peut arriver à l'indépendance financière? Oui, bien sûr, à une seule condition. Il faut que cet argent-là soit géré convenablement, rigoureusement et avec discipline. Le problème, c'est qu'on gagne beaucoup, mais on ne sait pas gérer ce qu'on gagne. Et donc, avant la fin du mois, tout est parti. Or, l'argent qu'on nous donne, ça peut nous suffire, si c'est bien géré. On peut donc, ça ne donne pas la fortune, mais on peut se servir de ça pour être riche, pour avoir de la fortune, ce qui manque. Donc, en fait, cette discipline-là, il faut bien la maîtriser. Il faut en être conscient des différentes étapes, des moyens dont on dispose, des techniques qu'on apprend pour que nous puissions nous mettre à l'abri. Donc, ça veut dire que même si l'on gagne le SMIC, oui, même si l'on gagne des millions par mois, oui, ça veut dire que on peut arriver à gérer cela et que ça nous suffise en fonction de notre niveau de vie. Tout à fait. Parce que la vie, c'est une étape, c'est un parcours. Et il y a de la place pour tout le monde. Donc, en fait, quel que soit ce que tu gagnes, le niveau de salaire que tu as, tu peux, si tu le gères convenablement, tu peux commencer par là où il faut commencer, c'est-à-dire tu peux épargner. C'est un sacrifice. Ce sacrifice-là nous conduit petit à petit, à créer, à initier d'autres activités. Et si on continue l'épargne, ça nous permet d'aller plus vite et d'arriver à réaliser nos objectifs. Mais ça prend un sacrifice. Et ça, c'est l'épargne. C'est l'épargne. Quelle est la nuance entre les finances personnelles et le budget familial? Très bien. Le budget familial est une discipline, un élément mécanique qui fait partie des finances personnelles. Pour arriver à bien gérer les revenus, donc ces finances, il faut bien se doter d'un instrument qu'on appelle budget familial. Alors, le budget, ce n'est pas l'argent. Le budget, ce n'est pas l'argent? Non, ce n'est pas l'argent. Dites-nous. Oui, tout à fait. Le budget, ce n'est pas l'argent. L'argent, le budget, c'est une boussole. Voilà. C'est une boussole qu'on se donne, donc on se dote
avant que l'argent ne vienne. Non, c'est une discipline qu'on se donne, une boussole qu'on se donne pour que si l'argent vient, alors on sait où le mettre. Alors, on est en période de fête de fin d'année, on a envie de se lâcher, on a envie de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres. Et vous nous parlez de budget familial. On a presque envie de vous dire, mais on se lâche quand? Non, on peut se lâcher à tout moment. Mais dans notre métier, on peut tout se permettre à condition que ce soit prévu. Tout à l'heure, je vous disais que le budget, ce n'est pas l'argent. On prévoit, on anticipe, on développe une certaine culture de prévoyance. Donc, si c'est prévu, et c'est à cela que je vous invite, si c'est prévu, tu peux tout te permettre. Mais tu ne peux pas dépenser ce que tu n'as pas. Donc, si tu veux dépenser, tu veux faire ceci, vas-y, mais à condition que tu le prévois d'avance. Sinon, il y a un prix à payer encore une fois. C'est l'endettement. C'est l'endettement, d'accord. Mais en tant que les travailleurs vont vous dire à 80% que l'argent ne suffit jamais. Donc, comment voulez-vous que l'on prévoit? D'autant plus que l'argent ne suffit jamais. On est toujours en train de prendre des avances sur salaire et tout. Comment est-ce qu'on peut prévoir? Mais c'est une logique implacable. Si tu te mets là-dedans, tu ne t'en sortiras jamais. L'argent, le salaire qu'on vous donne par mois, ce n'est pas, même si on vous donne 2 millions, 3 millions, 10 millions, ça ne suffira jamais. Ça, c'est clair. Maintenant, avec ce qui est là, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça suffise, pour que tu puisses te nourrir, pour que tu puisses t'habiller, te loger, pour que tu puisses au moins faire face à tes principales dépenses. Donc, encore une fois, je le répète, l'entrepreneur ou bien l'employeur ne vous donne pas l'argent pour que pour être riche. Lui, ça ne suffit pas. Ça ne suffit même pas. Il ne peut que vous donner ce qu'il a. Maintenant, à vous de mettre les dépenses sous vos pieds et puis de sélectionner de façon raisonnable pour que le peu que vous avez, vous puissiez en vivre en respectant les différentes étapes, à commencer par l'épargne. Est-ce que l'épargne rime avec fête de fin d'année, rime avec cadeaux, rime avec tout cela quand on parle de budget familial? Oui, ça rime nettement parce que le budget, ça se fait au début de l'année. Et quand il dit au début de l'année, vous devez prévoir que moi, en décembre, je dois fêter comme tout le monde. Et dans ce budget-là, vous devez inscrire que moi, comme je dois fêter aussi comme tout le monde, il faut que je le prévoie. Dites-moi, parce que malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas eu ce réflexe-là d'épargner pour arriver sereinement aux fêtes de fin d'année. Là, on nous écoute. C'est-à-dire, à partir de janvier, on épargne quelle proportion du salaire pour pouvoir prévoir le décembre prochain? Oui, merci. Premièrement, l'épargne, moi, je la connais comme étant une dépense obligatoire. C'est important, cette notion-là. Dès que tu as tes 100 000, tu commences à dire, moi, il faut que je me paye moi-même. Et donc, si tu dis, souvent, le minimum qu'il faut, c'est 10%. Ça doit être régulier. Alors, une fois que, maintenant, ça dépend aussi maintenant des objectifs que tu poursuis. Si tu as envie de faire des réalisations, ce n'est plus 10%. Si tu as des urgences, ce n'est plus 10%. Mais le minimum d'efforts à faire, effort auquel tout le monde doit participer, c'est 10%. Alors, donc Et c'est ce qui constitue l'épargne? Oui, automatiquement. Automatiquement. Voilà. Là, tu n'as pas le choix, il faut le faire. Il faut directement ça s'insère un peu dans nos habitudes de tous les jours. Maintenant, si tu fais au début de l'année 10%, évidemment, à la fin de l'année, tu as déjà un certain montant qui va te permettre de faire aussi les fêtes. Donc là, c'est tranquille. Mais si tu n'as pas pu prévoir tout ça, et que maintenant tu te retrouves au mois de novembre, qu'il fallait maintenant se rappeler que tu dois fêter aussi avec tes enfants, alors là, tu es obligé de prendre dans ton salaire, puis de découper rubrique par rubrique, pour que tu puisses au moins réserver une partie pour janvier, parce qu'après janvier arrive. Pas parce que tu as tout dépensé que janvier n'arriverait pas. D'accord. Alors, quel est votre conseil aux consommateurs qui nous suivent ce soir par rapport aux dépenses de fin d'année et par rapport à la volonté de faire plaisir pour les cadeaux aux enfants et à la famille, aux proches? Je vais devoir me répéter encore, mais le conseil c'est le même. C'est-à-dire, il faut faire la liste de ceux à qui tu as envie de faire plaisir. Et tu essaies de voir un peu qu'est-ce qui le représente dans ton cœur.
et dans ton budget forcément. Donc, si c'est une maman, encore une fois, tu peux dire, ah, moi, je veux lui acheter un poulet parce que la peau, elle est perdue, c'est l'occasion pour que je lui fasse plaisir. Si c'est ton enfant, il y a un petit pourcentage dans l'ensemble des cadeaux que tu fais. Ou bien une amie qui t'a dit à faire cadeau, tu dis, c'est le moment que je lui retourne l'ascenseur. Bon, donc il y a un ensemble de précautions qu'il faut prendre par l'identification claire et nette des différentes rubriques de dépenses avant d'aller loin. Et il faut le prévoir. Si tu ne le prévois pas, c'est bon. Et puis même c'est aussi valable pour les gens qui veulent, même quand vous recevez des gens, il faut d'abord leur demander, hein, il faut leur demander qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils aiment manger. Et puis au besoin, pour essayer de fêter ensemble, quand on passe d'argent, il faut fêter ensemble. Vous demandez à chacun de venir participer, de la son repas, et puis on partage. Oui. Non, il y a des astuces. Oui, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut faire. Et je pense que quand on n'a pas d'argent, il faut, ce que j'appelle souvent un remake là, le budget se repose sur un ensemble de principes de prévoyance et même de précautions à prendre. C'est-à-dire que vous avez acheté des sapins cette année. C'est bon, mais il ne faut pas jeter. Et puis, si encore le sapin, c'est même pas indispensable. Vous achetez un bananier, ou bien pourquoi pour essayer de mettre ça dans votre maison, vous mettez les guirlandes. C'est original ça, un bananier? Oui, pourquoi pas. Et puis, tout ça, c'est pour éviter des dépenses. Parce que durant les fêtes de fin d'année, on assiste à une drôle d'habitude où on doit tout importer de France, oui d'ailleurs. Les commerçants qui eux, attendent cette opportunité, en profitent pour essayer de se faire le beurre. Donc là, on peut être original, il faut réfléchir, il faut même associer nos enfants, tout ce qui est à la maison, et pour essayer d'utiliser un peu ce qui est naturel ici. À notre disposition. À notre disposition. Donc, je pense qu'il y a tout un ensemble de petites astuces auxquelles il faut réfléchir pour qu'on puisse vraiment fêter comme les autres. Très bien, en tout cas, merci de nous avoir reçus. Quel est votre mot de fin? Soyez rationnel. Soyez prudent. Et puis, limitez-vous à ce qui est essentiel. On ne peut pas tout faire. Il faut tenir compte de ce que vous gagnez. Monsieur Koué, Maurice, vous êtes donc expert en finances personnelles. Merci à vous. Alors, nous avons pris les conseils qu'il nous fallait pour savoir comment budgétiser et surtout ne pas se ruiner d'un point de vue budget familial pour les fêtes de fin d'année. C'est une étape. Deuxième étape, ce sont les cadeaux. Nous avons rendez-vous avec un psychologue, Monsieur Nour Bakayoko. Et l'objectif, en le rencontrant, c'est vraiment de savoir quel type de cadeau pour quel enfant de quel âge. Alors, je vous invite à me suivre jusqu'au magasin de jouets à la rencontre de Monsieur Nour. On y est? On y va. Je vous l'avais annoncé, nous allions à la rencontre de Monsieur Nour Bakayoko. Nous y sommes. Merci en tout cas. Je vous en prie. Alors, pour ce rendez-vous dans cet endroit magique, nous sommes dans le monde des jouets. Des jouets, effectivement. Et c'est ce que nous avons choisi pour cette émission. Okay. Alors, des jouets, il y en a à profusion, mais... Oui, il y en a assez. Il y en a, vraiment. Et la difficulté qui se pose, c'est bien évidemment quel jouet, pour quel type d'enfant, à combien le jouet, on s'y perd. Donc, on a choisi de travailler avec vous et de savoir ce qu'il y a lieu de faire. Alors, vous êtes psychologue. Oui, oui. Et dans votre volet de psychologie, il y a forcément le côté éducation. Oui, oui. Alors, dites-nous tout. D'accord. D'abord, quand on parle de cadeaux à offrir à un enfant, on pense directement jouer. Oui. Or, en réalité, le premier cadeau qu'on donne à un enfant en tant que parent, c'est notre affection, c'est notre amour. Oui. Et c'est ce qui va déterminer en fait la capacité d'adaptation au cadeau qu'on va lui offrir. Parce que si on lui offre un cadeau parce qu'on n'est pas toujours là, là il y a un problème. Ah, là c'est important. Le premier cadeau. Voilà. Le premier cadeau, c'est notre affection, c'est notre présence. Ah, ça c'est important à souligner. Voilà. Et maintenant, le cadeau matériel va venir après. L'autre cadeau, c'est le cadeau immatériel, notre présence pour
l'enfant, pour son éducation. Maintenant, concernant le cadeau matériel maintenant, on va parler un peu des enfants et la tranche d'âge et quel cadeau en fait offrir. Voilà. Déjà, on a compris que le premier cadeau à faire à un enfant, c'est la présence. Et puis voilà, son l'affection. Ça, c'est le premier cadeau. Le premier et ça, cadeau, c'est important à souligner. On n'achète pas l'amour d'un enfant. L'amour d'un enfant, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, premier cadeau, c'est l'affection et la présence, c'est pas l'argent. Ça sert à rien d'être un parent toujours absent et puis de couvrir l'enfant de cadeaux. Découvrir l'enfant des cadeaux. L'enfant le prend comme une fuite en avant. Et voilà. Ça l'est d'ailleurs. Parce que le cadeau même ne parle pas. Le cadeau n'est pas là. Parce que le cadeau n'aura de valeur que si l'affection du parent est accompagnée lorsqu'il donne le cadeau. D'accord. Parce que ce n'est pas le prix. Ce n'est même pas la marque ou encore quelque chose, mais l'enfant doit voir dans les yeux du parent le plaisir que le parent a à lui donner quelque chose. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est de savoir quel genre de cadeau en fonction de quel âge. Mais là, moi, je parle de sécurité. Oui. Je parle de sécurité. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous prendre? Ça, voilà. Alors, ça ressemble à un vrai tracteur ou un truck. Un tracteur. Ici, on conditionne déjà l'enfant à aimer, je veux dire, tout ce qui est manuel. Oui. Tout ce qui est manuel, tout ce qui est agricole, etc. Parce que quand on parle d'orientation scolaire plus tard, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant ça commence. Si je veux que mon enfant s'intéresse à tout ce qui est santé, médecine, etc., dès tout petit, je commence à le conditionner avec les stéthoscopes, voilà, les petites blouses, etc. Donc, il grandit dans cet univers-là. Voilà, il commence à construire déjà son orientation. Monsieur Nour, est-ce à dire? Aidez-moi à prendre celui-là. Et puis, j'ajoute pour ça que un enfant qui apprend nouvellement à marcher, à faire ses premiers pas, ou encore l'enfant de 1 an qui sait déjà marcher ou courir, quand il fait tourner ça, il bouge avec, il tourne. Donc on a besoin de travailler le mouvement de l'enfant pour que ça soit plus coordonné au fur et à mesure qu'il grandit. Alors si moi j'offre ça à un enfant, vous, madame, monsieur, tout le monde, vous offrez ça à un enfant, c'est pour l'inciter à la découverte, c'est pour... Bon, déjà, quand il va commencer à jouer avec ça, plus tard, il aura à voir peut-être à la télé que non, c'est une fusée, etc. Donc, on apprend l'enfant déjà à connaître les objets qui l'entourent, à maîtriser aussi l'importance de tel ou tel objet. Parce que mine de rien, il y a ce qu'on appelle la littératie, pas la littérature. Hein. La littératie et la numératie. C'est cette capacité pour un enfant de connaître déjà certains codes d'apprentissage, notamment les lettres, l'alphabet, les couleurs, etc. Avant même d'être en situation d'apprentissage dans une école. Et puis après, il y a la numératie, les chiffres même avant que commence à apprendre. Donc déjà, avec certains jouets, l'enfant sait par exemple que ça, c'est une voiture. Il a déjà vu ça en miniature. Il sait que c'est une voiture. Il sait que ça, c'est une fusée. Il a déjà vu ça en miniature. Donc quand on donne un jouet à un enfant, ce n'est pas laisser l'enfant lui seul, qu'il joue avec le jouet lui seul. Souvent, quand on a le temps, il faut jouer aussi avec lui. Mais on travaille, il est avec le personnel de maison. Le soir, on rentre, on est fatigué, c'est la réalité aussi. Ou bien quand il est, on dit non, je passe un coup de fil, va jouer avec ton petit frère. Ou bien va jouer avec ta nuit. C'est ce qui se passe. D'accord, mais le souci derrière, c'est qu'on travaille pour qui? Pour eux. Pour eux. Pour leur faire plaisir. Voilà, on travaille pour leur faire plaisir. Mais le premier plaisir qu'ils tirent, c'est notre présence, c'est notre affection. Parce qu'il y a des blessures que les enfants vont développer. Quand on va commencer à leur dire non, va jouer, il doit passer un coup de fil, ou va faire ci, ou va faire ça, va passer un coup de fil. L'enfant peut prendre ça comme un sentiment d'abandon, ou bien un sentiment de rejet. Donc là, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Alors là, déjà, on sent qu'on a changé de catégorie d'enfants. Oui. Là, on sent qu'on est chez les beaucoup plus jeunes. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont mis ici? De 6 à 36 mois. 6 à 36 mois. Oui. Donc déjà, on Parce comprend... que déjà, à 6 mois, il peut déjà commencer à toucher les jouets, à les faire bouger. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut développer ses aptitudes motrices. C'est-à-dire, l'enfant va bouger le jouet. Voilà, ça travaille au niveau du coude. Il va peut-être bouger. Voilà, ça va travailler un peu au niveau des pieds et tout. D'accord. Voilà, donc il y a des jouets qui sont importants aussi pour les aptitudes motrices des enfants. D'accord.
Alors, je remets ça là, en espérant que ça tombe pas. D'accord. Alors là, on était chez les garçons. On va aller s'intéresser un peu, voir le rayon pour les filles, parce que c'est tout un autre univers. D'accord. C'est vrai que ça, c'est un conditionnement. Oui. On peut offrir ça aussi à des filles, il n'y a pas de problème. Ça? Oui. Alors, dites-nous tout. Parce que nous, on a toujours pensé qu'aux filles, on offrait les poupées. Voiture, garçon, poupée, fille. Mais oui. Non, en fait, il faut apprendre l'enfant à avoir une vision généraliste de la vie. Okay. Et à ne pas se focaliser pour dire non, ça c'est voiture, donc c'est garçon. Alors qu'il y a des femmes qui conduisent. Il y a des femmes qui conduisent. Même, comment on appelle ça, les dinettes, quand c'est bien fait, les manteaux de cuistot, on peut le donner à un garçon pour qu'il puisse déjà s'habituer déjà à faire ça. Ça met dans la tête de l'enfant que, en réalité, tout ce qui est autour de moi a une valeur éducative. Est une valeur d'apprentissage de la vie. Donc, quel que soit ce que nous offrons aux enfants, il faut veiller à ce que nos enfants soient polyvalents pour ne pas avoir, je veux dire, des représentations carrées des mains. Dites-moi si j'ai bien compris. Ça veut dire que ce camion, je peux l'offrir à une fille. Oui, ça, on peut l'offrir à une fille. Pour lui faire comprendre quoi? Faut lui faire comprendre que conduire un camion là, elle peut le faire aussi. On y est, donc on est dans un rayon de filles. Bon, on a bien compris, on en a parlé. Dans un rayon d'enfants. Donc on voit qu'il y a des jouets qui tiennent compte de l'âge. Qui tiennent compte de l'âge. Quand on voit le genre de jouet que c'est, on comprend bien que ça tient compte de l'âge de l'enfant. Ça tient compte de l'âge de l'enfant. Pour qu'ils soient en sécurité quand même. Très, très en sécurité. Parce que les jouets même doivent être évalués par le parent lui-même avant d'être donné. Il ne s'agit pas de faire plaisir à l'enfant et puis le mettre en danger non plus. Justement. Vous avez pris par exemple un instrument de musique. Oui. Vous voyez que l'instrument de musique n'a pas de sexe. C'est ça. Voilà. C'était la question que j'avais posée. Voilà pourquoi quand on est arrivé, quand vous avez dit rayon des filles, dit non, rayon d'enfants. D'enfants. Voilà. C'est ça. Parce qu'il y a des cadeaux neutres également. Oui. C'est ce qu'on doit privilégier. Oui, c'est en fait les cadeaux qui peuvent apporter une plus-value, non seulement à l'éducation, à la perception, et aussi à la motricité de l'enfant. Parce que l'enfant se fait des représentations lorsqu'il grandit. Parce que quand on veut avoir des adultes modèles, on commence à polir la génération d'aujourd'hui. Donc, c'est les éduquer à être plus polyvalents pour ne pas qu'ils rentrent, je veux dire, dans des jugements. Voilà. Donc, attendez, ça veut dire que, par exemple, en offrant une guitare à un enfant, ça veut dire qu'on développe en lui des aptitudes de volonté de musicien? Oui, de musicien, pas nécessairement. Par exemple, la guitare travaille sur l'attention, sur la concentration. Et puis sur l'audition aussi. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément en termes d'orientation, mais en termes de développement de certaines facultés. On va peut-être faire un petit tour au rayon livre. Monsieur, nous sommes dans le rayon livre. Et je vais poser la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui l'enfant est intéressé par le cadeau que l'on appelle le livre, par rapport à la tablette, par rapport à la digitalisation? Quel est votre sentiment? Comme je l'ai dit, c'est vrai que nous sommes dans un monde en pleine expansion, on parle de digitalisation, tout ça, mais il faut dire que le livre ne se décharge pas, le livre n'a pas de batterie, le livre n'a pas de lumière bleue, le livre n'agit pas sur les yeux. Donc le livre n'est pas chronophage, il est plutôt imaginatif. Le fait de tourner les pages déjà avec le doigt, des connexions neuronales, tout ça, ça développe certaines attitudes chez l'enfant. Alors qu'au niveau de la tablette, il y a la lumière d'abord qui joue sur les yeux de l'enfant. Il y a la concentration, c'est-à-dire que la tablette est là. Quand l'enfant est en train de concentrer sur quelque chose, il y a une notification, ou encore il y a telle chose qui vient, qui le guide naturellement. Donc ça veut dire qu'il ne fait pas trop d'efforts. Donc en termes d'acquisition, il y a déjà un blocage à ce niveau-là. Alors que déjà, avec le livre, il y a l'effort de tourner, il y a l'effort de lire, ne pas comprendre, revenir relire pour voir ce qui s'est passé. Alors, les livres, on suppose comme les jouets, il y a une question d'âge, c'est notifié? Il y a une question d'âge il y a certains livres, c'est mentionné dessus. Mais moi, je dis pour ces genres de livres pour enfants là, voilà, il est important de commencer à lire dès que l'enfant il est plus petit. C'est-à-dire même s'il ne comprend pas, il faudrait qu'on commence déjà à lui lire des histoires, voilà, même à lui parler, tout ça. Parce qu'il va grandir avec ça et il y a certains réflexes qui vont rester vraiment. Et puis, concernant le contexte socio-culturel, il y a par exemple
des livres d'enfants locaux, voilà, qui peuvent permettre déjà à l'enfant d'appréhender son univers social. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Monsieur Nour, quel est votre mot de fin à l'endroit de tous les parents qui hésitent encore sur le choix des cadeaux? D'accord. Moi, j'aimerais dire déjà à tous les parents, d'abord, avant même d'offrir un cadeau à un enfant, le meilleur cadeau, c'est l'éducation qu'on donne à l'enfant. Parce que j'invite les parents à privilégier les jouets qui peuvent apporter une plus-value à l'éducation et aussi voler intelligence de leurs enfants. Et retenez qu'un enfant qui est regardé avec amour reçoit le cadeau vital dont il a besoin, quoi. Oh, c'est joliment dit. Merci en tout cas, merci de nous avoir accordé ce temps d'entretien. Nous sommes donc au terme de notre émission, vous l'avez bien compris, période de fête de fin d'année. Il était opportun pour nous de vous expliquer le budget et comment passer de bonnes fêtes, comment acheter ce qu'il faut sans se ruiner. C'était le premier point. Et puis le deuxième point, vous aider à choisir le cadeau opportun pour l'enfant en fonction de son âge. Nous espérons que cette émission vous a été très utile. Madame, monsieur, excellente course pour les fêtes de fin d'année et je vous dis bonsoir.